On va continuer ces échanges fructueux qui ont commencé largement depuis ce matin. Chère Céline, merci beaucoup de cette invitation. Je commence par la partie la plus simple, c'est-à-dire la partie… Alors, j'avais commencé par face plat, mais on m'a dit chef d'orchestre. Donc, je suis chef d'orchestre pour cette table ronde. Je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Lebrun, qui a écrit un article, enfin une contribution sur la liberté d'expression aux États-Unis et au Canada face au risque de propagande générée par l'intelligence artificielle. Tom, on vous donne la parole. D'abord, merci, merci de bien me recevoir ici, puis merci de me recevoir particulièrement à distance. Là, je sais que c'est pas évident, j'ai eu des obligations familiales qui m'empêchaient d'être présent physiquement, donc ce sera juste virtuel pour moi. Mes excuses pour ça. Puis un grand merci à Céline et Jessica d'avoir fait les arrangements nécessaires et puis d'avoir organisé ce très bel événement et d'avoir dirigé cet ouvrage collectif que je viens de commander, donc j'espère le recevoir bientôt. Donc oui, je vais vous parler de mon chapitre aujourd'hui sur la liberté d'expression aux États-Unis et au Canada face au risque de propagande générée par intelligence artificielle. Alors, la propagande générée par intelligence artificielle, c'est un des sujets de l'heure, hein. On a eu quelques exemples depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, dont je vous parlerai peut-être un petit peu plus tard. Tout ce qui relève de la propagande générée ou propulsée par intelligence artificielle, avec le lien avec un des sujets de l'heure qui est l'intelligence artificielle générative. Qui est réellement mon sujet de thèse. Je dis un coucou d'ailleurs à Georges Azaria, qui est mon co-directeur sur cette question ici. Je vais m'intéresser à la question, moi, de ce que j'appelle, le terme n'est pas de moi, mais l'astroturfing génératif. L'astroturfing, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la manipulation de mouvements sociaux, le fait de faire croire à des mouvements sociaux de la base pour manipuler l'opinion publique. C'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Shakespeare en parle dans le premier acte de sa pièce Jules César, qui date de 1599, au travers des mots du traître Cassius, qui projette à l'époque la chute de l'empereur et son assassinat. Pour vous donner des éléments de contexte, donc, Cassius veut en fait faire croire à la population de Rome que Jules César souhaite être couronné roi, ce qui constitue évidemment le crime ultime de la République romaine. Je vous cite l'extrait de Shakespeare. C'est Cassius qui parle donc. « Je veux cette nuit jeter sur ces fenêtres des billets tracés en caractères différents, comme venant de divers citoyens et exprimant tous la haute opinion que Rome a de lui. J'y glisserai quelques mots obscurs sur l'ambition de César et après cela, que César se tienne ferme car nous le renverserons. » Donc, un exemple d'astroturfing analogique avec des mots rédigés faussement pour faire croire à un mouvement citoyen qui soutiendrait donc la volonté de Jules César d'être couronné roi. Et il y a eu des cas d'astroturfing numérique dans la guerre Irak-Afghanistan avec des compagnies américaines comme HB Gary ou Intrepid. Des cas également, non pas dans les conflits armés, mais plus relevant de la guerre économique, avec la compagnie Bell qui a été condamnée au Canada pour avoir rédigé de fausses évaluations positives de ses applications sur des plateformes comme l'Apple Store. On a aussi des cas examinés de la compagnie Amazon. Et moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est plus seulement les cas donc, analogiques, plus seulement les cas numériques, mais les cas d'astroturfing qui seraient générés ou propulsés par intelligence artificielle. Et comment, particulièrement, on peut réguler cette question au travers de la liberté d'expression. La solution que je propose dans mon chapitre, c'est de solutionner en partie cette problématique en obligeant la divulgation du caractère machinique des contenus générés par IA sur les réseaux sociaux et sur les plateformes numériques, un petit peu à l'image de ce qui se fait en publicité, où une publicité est toujours identifiée comme telle, avec des codes esthétiques, des codes notamment aussi de divulgation de certaines informations sur les publicités, que ce soit les publicités en ligne, un certain encadrement, et qui est un encadrement généralement qui pèse sur les plateformes de diffusion. C'est, d'après l'examen que je fais dans mon chapitre, la proposition la plus respectueuse de la liberté d'expression qui, au Canada comme aux États-Unis, fait l'objet d'une protection farouche de la loi comme de la jurisprudence.
Alors, quelques éléments de contexte, je ne vais pas trop rentrer dans le détail juridique, puisque vous aurez le chapitre pour vous intéresser plus à ça proprement. Mais quelques mots quand même sur l'immunité de principe des plateformes numériques quant au contenu qu'elles diffusent. Je vais pas apprendre beaucoup de choses au public sur cette question, mais on a toujours une distinction entre le statut des plateformes qui sont soit reconnues comme des hébergeurs de contenu, auquel cas elles ne sont pas responsables du contenu qu'elles proposent, soit elles sont retenues comme étant des éditeurs ou des éditrices de contenu, auquel cas elles deviennent responsables du contenu qu'elles proposent. Et généralement, le droit positif, c'est qu'on reconnaît les plateformes comme des hébergeurs de contenu, ce qui leur permet d'échapper donc à toute responsabilité par rapport au contenu qui est diffusé. Ça, c'est quelque chose qui est mis en place notamment par la section 230 aux États-Unis, qui est considérée comme peut-être une des lois les plus importantes, si ce n'est la loi la plus importante qui autorise Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'est ce qui permet en gros de maintenir une certaine, en tout cas pour ces plus ardents défenseurs, une certaine liberté d'expression sur Internet. Ça, c'est pour le droit états-unien. Au Canada, la liberté d'expression elle est protégée par l'alinéa 2B donc de la Charte canadienne des droits et des libertés. Et d'un point de vue de la responsabilité des plateformes face à cette liberté d'expression, on a la ratification de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, l'accord CUSMA de 2019, et son article 19.17, qui est en quelque sorte le cheval de Troie de la section 230 au Canada, puisque ça oblige le Canada à garantir une responsabilité limitée aux plateformes vis-à-vis du contenu qu'elles diffusent. C'est une exigence qui reprend presque mot pour mot la rédaction de la section 230 américaine. Donc la grande question, c'est de savoir si cette limitation de la responsabilité des plateformes interdit de réguler toute propagande générée par IA. Et la sous-question juridique, c'est de savoir si un contenu généré par IA, autrement dit une vidéo, une musique, un texte, une image ou un profil qui serait généré de toutes pièces par un système d'IA est protégé par le droit positif au titre du premier amendement américain et au titre au Canada de l'alinéa 2B de la Charte canadienne des droits et des libertés. Pour beaucoup de chercheurs, la réponse est oui. Ce qui est généré par IA relève de la liberté d'expression et est donc protégé par le droit américain comme le droit canadien. Aux États-Unis, vous le savez, c'est un droit qui est extrêmement protecteur. La liberté d'expression est particulièrement sacrée là-bas. On a notamment une affaire United States contre Alvarez de 2012 de la Cour suprême américaine qui reconnaît que le premier amendement protège même les fausses déclarations, en l'occurrence le mensonge dans certains cas précis. Il y a même des variantes un petit peu plus larges qui reconnaissent non seulement les propos tenus, mais également certains actes, comme le fait de porter un brassard dans certains cas. De l'autre côté de la frontière, le droit de la liberté d'expression est protégé, donc encore une fois, par la section 2B de la Charte canadienne des droits et des libertés, et la vision est un petit peu plus mesurée qu'aux États-Unis. On a plus une recherche de l'équilibre entre la liberté d'expression et d'autres droits. On pense au droit à la vie privée, à la réputation, aux questions d'ordre public, etc. On a plus une influence du droit civil européen là-dessus. La liberté d'expression est en quelque sorte davantage relativisée par les cours canadiennes que les cours américaines. Plusieurs exemples qu'on pourrait donner qui sont examinés dans le chapitre. Je vais juste vous parler de l'article 91.1 de la loi électorale canadienne dans sa mouture de 2018 qui interdit à toute personne ou entité pendant la période électorale de faire ou de publier avec l'intention d'influencer les résultats d'une élection une fausse déclaration à propos d'un candidat. Bref, une certaine limite temporairement limitée à la période des élections, mais où on va restreindre la liberté d'expression. Je reviens à la solution que je propose dans mon chapitre pour réguler ces cas d'astroturfing générés et propulsés par IA, obliger les plateformes numériques à identifier le caractère machinique des contenus générés. Aux États-Unis, il y aurait peu de chances que ça passe, puisque le droit à la liberté d'expression consacre également un droit à l'anonymat dans le cadre de la liberté d'expression. Ça, c'est l'affaire McIntyre contre Ohio Election Commission de 1995. Mais la solution que je propose d'identifier le contenu généré par IA comme du contenu machinique, c'est inspiré du Bolstering Online Transparency Act, le BOT Act, qui est une législation californienne qui oblige donc à révéler le caractère robotisé d'un contenu. De façon assez proche à la régulation de la section 230, le BOT Act garantit l'immunité à toute personne qui va faire usage de profils machiniques à des fins manipulatoires, dès lors que le caractère algorithmique est clairement mentionné.
Il y a 2 critères à ça. Pour ça, cette divulgation doit être claire, évidente et raisonnablement conçue. Et elle autorise dès lors à inciter à l'achat ou à la vente de biens ou de services dans une transaction commerciale et à influencer le vote dans une élection. C'est donc quelque chose qui est directement envisagé par la loi. Alors, la question, c'est est-ce qu'une loi comme le BOT Act serait en accord avec la charte canadienne? Est-ce qu'une telle loi au Canada serait considérée comme constitutionnelle? Pour répondre à cette question, on a 2 tests à faire, puis je vais rapidement passer là-dessus pour donner la parole aux co-intervenants. 2 tests à faire donc. Le premier, c'est le test Irwin-Toy Limited de la Cour suprême de 89. C'est vraiment la décision qui consacre la liberté d'expression d'un point de vue jurisprudentiel comme une activité qui constitue une activité à la fois non violente et qui tente de transmettre un sens. Et de façon générale, avec cette jurisprudence, c'est considéré que l'alinéa 2B de la Charte canadienne protège par principe tout type de contenu, quand bien même ce dernier serait offensant, impopulaire ou troublant, ou même relèverait, et c'est ça qui est important, de mensonges ou de fausseté avérée. Donc, c'est très large. Le test Irwin-Toy, a priori, pourrait protéger donc le contenu généré par IA. Le deuxième test, c'est le test qu'on appelle le test Hawkes de 86. Il y a plein de sous-jurisprudence et puis il y a plein de critères et de sous-critères. Donc, je vais parler du test Hawkes de manière un petit peu large. On va considérer que les restrictions aux droits et libertés fondamentaux sont possibles dans la mesure où ces restrictions constituent d'une part, c'est le premier critère, une atteinte raisonnable au regard de la loi, et d'autre part, deuxième critère, une atteinte justifiée dans une société libre et démocratique. Et là, on va avoir d'autres sous-critères. Il faut qu'il y ait un objectif réel et urgent, et il faut que les moyens atteignant aux droits protégés soient proportionnels à l'objectif visé. Sous-critères, il faut que les moyens soient aient d'abord un lien rationnel avec l'objectif. Il faut qu'il porte atteinte le moins possible aux droits concernés. Et il faut enfin un rapport de proportionnalité entre la restriction aux droits et l'objectif visé par la restriction. La conclusion à laquelle j'arrive dans mon chapitre, c'est qu'au Canada, selon ces critères jurisprudentiels, on aurait probablement une légalité d'une décision similaire au BOT Act californien pour obliger les plateformes à identifier les contenus générés par intelligence artificielle comme des contenus machiniques. Ça serait une mesure qui limiterait de façon minimale la liberté d'expression, qui encadrerait simplement son exercice en permettant à tout et un chacun de facilement identifier la source d'une information. Et là, on retombe vraiment sur ce caractère un petit peu similaire à l'encadrement de la publicité. Et je vais m'arrêter là-dessus pour céder la place aux prochains intervenants. Merci beaucoup, Tom. Je cède la parole tout de suite à M. Azaria, qui a contribué sur le droit d'auteur et l'intelligence artificielle, un aperçu canadien. Alors oui, merci pour l'invitation. Merci encore. Oui, je vais donc résumer le texte que j'ai proposé, un aperçu canadien. Et évidemment, c'est assez prospectif parce que le Canada n'a pas de loi spécifique, en tout cas en matière de droit d'auteur sur l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de décision qui porte là-dessus, mais évidemment, c'est de prendre, comme tout le monde fait, ce qui existe déjà et se demander comment on peut insérer l'intelligence artificielle dans ce cadre-là. L'actualité, vous le savez, nous donne des exemples quotidiens de création par intelligence artificielle, des textes, des images, de la musique. Et donc, comment est-ce que ça peut s'insérer dans le droit canadien actuel? Et donc, ça nous pose d'abord la question de savoir comment le droit d'auteur canadien ou comment même le droit canadien réfléchit avec les technologies. Et pour moi, un des premiers constats, c'est que la législation, surtout en matière de droit d'auteur, a toujours accompagné, j'ai envie de dire, aveuglément le développement technologique en les intégrant dans le giron de la protection législative. Que l'on pense à la radio, que l'on pense même à la photo, qui a un traitement assez particulier au Canada, mais quand même au cinéma, à la télévision, à l'arrivée d'Internet au tournant du dernier siècle, le régime canadien n'a jamais fait obstacle à ces nouvelles technologies-là, plutôt chercher une manière de les introduire autour de ces, je dirais, 2 principales divisions qui sont un droit de reproduction et un droit de communication. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est quand même autour de ça qu'on a toujours intégré ces technologies-là.
Et donc, on les a intégrés de cette façon-là avec comme principe, puis on en a parlé un peu tout à l'heure, puis je sais qu'on va en reparler un peu plus tard aujourd'hui, avec ce principe de la neutralité technologique. Et là, vous avez quelques exemples dans le texte de jurisprudence de la Cour suprême qui parle de neutralité technologique, mais la neutralité technologique, on a déjà donné une définition un peu tout à l'heure, c'est l'idée qu'il ne faut pas s'arrêter à une technologie particulière pour interpréter la loi. Et enfin, vous avez quelques citations dans le texte, là, je ne veux pas les redire parce que vous avez les références précises, mais il y a peut-être là quand même, en même temps que c'est le principe qui a toujours bien servi le droit d'auteur canadien, on peut se demander si c'est encore aujourd'hui le bon principe. Si on pourra en reparler dans la discussion après, mais c'est d'abord un principe qui était applicable au support. Puis Mistral en donnait un bel exemple tantôt quand on parlait de partition. C'est un peu cette idée-là. Mais est-ce que l'intelligence artificielle est toujours un support? C'est la question qu'on pourra se poser. Alors donc, si ce n'est pas autant autour de reproduction de communication que l'intelligence artificielle peut poser des problèmes, je dirais là où ça interpelle le droit d'auteur canadien, c'est autour des notions d'auteur surtout et peut-être autour de la notion d'apprentissage machine et d'utilisation équitable. D'abord, autour de la question de l'auteur, donc je vais analyser rapidement ces deux questions-là. Celle de l'auteur, il y a plusieurs exemples ou enfin d'indices dans la loi canadienne qui démontrent que le droit d'auteur canadien est pensé pour les humains, que ce soit une référence au fait d'être citoyen ou résident habituel d'un pays, la question de la durée, qui, elle, réfère explicitement à la vie de l'auteur. Donc, c'est difficile de penser qu'est-ce que ça pourrait être dans le cas d'une intelligence artificielle. Question du droit moral qui va référer, quant à elle, à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, donc d'une personne. Encore là, peut-être que les transpositions peuvent se faire avec l'intelligence artificielle, mais je ne suis pas sûr qu'on en est là. Et on a une décision au Canada, en Alberta de 2016, qui dit, et là je le cite, c'est en anglais, « Clearly, a human author is required to create an original work for copyright purposes ». Donc, après avoir analysé un peu tout ça, il y a un juge qui a dit à un certain moment donné, ça prend un être humain pour créer une œuvre. Et on pourrait aussi s'amuser à retourner chez les Grecs, chez les Romains, dans tout le Moyen Âge et la Renaissance, comment, au fond, c'est la personne même de l'auteur qu'on a voulu protéger par le droit d'auteur et qu'il y a aussi là des visiers, j'ai envie de dire, à la fois philosophiques, mais socio-économiques aussi, pour permettre aux auteurs de vivre de leur travail. Enfin, ce sont d'autres considérations, mais qui sont quand même pas trop loin des nôtres. Donc, un droit d'auteur anthropocentré, je pense que ce n'est pas trop difficile de faire cette démonstration-là, mais ça ne règle pas tout le problème parce que, donc, on a aujourd'hui des œuvres qui sont faites avec des IA où on ne sait pas quelle part joue l'IA dans la construction de ces œuvres-là. Et ça nous ramène à une distinction qui est un peu un non-dit du droit d'auteur, en tout cas certainement du droit d'auteur canadien, qui est la distinction entre la main et l'outil. C'est assez rare qu'on va trouver dans un livre sur le droit d'auteur une distinction entre la main et l'outil, tellement que ça va de soi. Il n'y a personne qui va écrire 200 pages sur le fait que la personne qui produit un pinceau et pas l'auteur de la peinture qui sera fait avec ce pinceau-là. Il est évident que c'est un pinceau, c'est un outil. Même chose pour une machine à écrire, même chose pour toutes sortes d'outils. Et la personne qui est auteur, c'est la main, c'est celle qui tient le pinceau, c'est elle qui tient la plume qui va écrire le texte, etc. Donc, cette distinction-là, elle est, comme je dis, tellement évidente qu'on n'en parle à peu près jamais. Mais je pense qu'elle est, je dirais, un peu remise en question avec l'intelligence artificielle parce qu'on n'arrive plus à distinguer si c'est un outil ou si c'est une main, là, ce qui va nous ramener peut-être tout à l'heure à la question de la neutralité technologique. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est un autre, un peu un non, peut-être moins un non-dit, mais c'est quand même quelque chose qui peut discuter dans le droit d'auteur canadien. C'est la question de savoir, est-ce que pour créer une œuvre, il faut avoir l'intention de créer une œuvre ou est-ce que ce sont les faits qui nous démontrent qui est l'auteur de l'œuvre? Si on suit la piste de l'intention ou de l'intentionnalité, on va aller chercher les personnes qui ont voulu spécifiquement qu'une œuvre en particulier soit créée et on va donc à partir de ça dire ce sont les utilisateurs de l'IA par exemple ou certaines autres personnes qui ont voulu que l'œuvre X soit créée. C'est une solution qui est assez simple, qui est plus facile, je dirais, à régler et plus facile à gérer et à administrer, mais je ne suis pas certain. Puis c'est une solution en fait qui a été dans les premières énoncées là, quand des textes assistés par ordinateur ont commencé à voir le jour. Mais je ne suis pas sûr qu'elle est en phase avec le droit d'auteur canadien, en tout cas le droit d'auteur actuel. Même si elle est plus facile à appliquer. Moi, de ce que je comprends du droit d'auteur canadien, on est beaucoup plus sur la
théorie des faits, c'est-à-dire on va regarder l'œuvre produite et on va reculer, puis on va se demander qui a participé concrètement à faire en sorte que cette œuvre-là, que cette œuvre-là a été créée par ces personnes-là. Ça veut dire de mettre un ensemble assez important de auteurs. Un ensemble, oui, tout simplement, je vais le tenir comme ça. C'est-à-dire, c'est de mettre donc beaucoup plus de co-auteurs dans cette chaîne-là, pas juste les utilisateurs, peut-être les créateurs de l'algorithme, peut-être les gens qui ont mis les œuvres qui ont été aspirées par l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc, tout d'un coup, on regarde les faits, ça devient beaucoup plus complexe, évidemment, mais pour l'instant, en attendant que le législateur précise la chose, c'est peut-être la solution qui est la plus en phase avec le droit canadien. Dans le texte, je vous mets deux références qui pointent dans cette direction-là, CCH, qui va parler de talent et de jugement. Et là, on peut peut-être penser que ça, c'est un indice de talent et de jugement que d'avoir participé factuellement. Et une décision de la Cour d'appel, l'affaire Desputo, où le tribunal nous dit qu'il faut regarder, pour déterminer qui est auteur, ce sont les faits qu'il faut regarder. Donc, peu d'indices en droit canadien, mais ceux qu'on a peuvent pointer dans cette direction-là. Cela dit, dans la mesure où dans l'hypothèse où on a où la part de l'IA dans une œuvre est telle qu'on ne pouvait pas déterminer le résultat final, donc dans la mesure où l'IA est vraiment une main et qu'on ne contrôlait pas ce qui en sortait et qu'on en est surpris même, ben, moi, je pense que la solution canadienne, c'est de dire que cette œuvre-là est d'office placée dans le domaine public. Donc, il n'y a pas d'auteur, il n'y a même pas de titulaire, ça reste dans le domaine public. Donc, si l'IA est véritablement la main et autour d'un critère que moi, je trouve important, qui est celui du contrôle. Alors, ça, c'était pour la question de l'auteur. Je passe rapidement, 2 minutes. Je passe rapidement à la question de l'apprentissage. La question de l'apprentissage qui, elle, va nous référer. Donc, l'apprentissage, là, vous la connaissez, c'est de savoir toutes les données que l'on met dans l'IA. Est-ce qu'il y a un droit dessus? C'est une question qui est débattue. Vous le savez, il y a des poursuites autour de cette question-là aux États-Unis notamment. Moi, je pense que dans la mesure où l'œuvre qui en ressort ne sera pas ressemblera pas à la nourriture qui a été ingérée, là, si on peut dire, je pense qu'on va pouvoir dire que c'est une utilisation équitable dans bien des cas. L'affaire CCH, vous avez encore une fois la référence à 6 critères. Je pense qu'on passe assez bien les critères en termes d'IA, sauf si on a vraiment un résultat final qui ressemble à ce qui a été, je dirais, ingéré par l'IA. On peut penser notamment au nouveau Rembrandt. On l'appelle le nouveau Rembrandt, mais c'est 2016, ça fait déjà 7 ans, où on avait donc nourri une IA de Rembrandt pour faire un Rembrandt. Donc, il y avait un nouveau Rembrandt qui était totalement inédit, mais qui ressemblait beaucoup aux œuvres de Rembrandt. En fait, c'est autour de ça qu'il y avait une nouvelle. Là, peut-être qu'on pourrait dire que ce n'est pas de l'utilisation équitable et qu'il y a quelque chose qui ressemble à de la contrefaçon, par exemple, et que là, le droit d'auteur pourrait intervenir. Mais chaque fois qu'on crée une œuvre qui est une surprise totale et dont on ne reconnaît pas les milliers d'œuvres qui ont servi à la faire, je pense qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle l'utilisation équitable. Donc, tout ça pour dire que, puis je termine là-dessus. Oui, c'est une bonne idée. Le droit d'auteur, le droit d'auteur était capable de s'accommoder du développement de l'IA actuelle. Ça ne veut pas dire que le législateur ne va pas changer les choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas préciser, entre autres, la question de l'intentionnalité versus les faits, ou même la question de l'apprentissage, où il promet des règles de divulgation aussi peut-être, mais certainement, on peut vivre avec le développement de l'IA, même si ça peut créer peut-être certaines incohérences. Voilà. Merci beaucoup, chers collègues, pour le temps respecté. Je donne la parole tout de suite à Madame Vergnol, qui s'était intéressée à l'illusoire interdiction des pratiques manipulatoires dans le projet de règlement sur l'IA. Je vous laisse la parole. Évidemment, donc je tiens à remercier Céline Castérenard et Jessica Hénard pour leur invitation, pour l'organisation de ce colloque, pour l'ouvrage, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la réussite qu'est cet événement. Et je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui pour présenter et pour discuter de ma contribution qui traite effectivement de pratiques manipulatoires. Alors, pratiques manipulatoires. On se pose déjà la question de savoir qu'est-ce que c'est que la manipulation. Et est-ce que cette connotation négative du terme qu'on connaît aujourd'hui a toujours existé? Quand on remonte dans l'histoire, la manipulation, c'était surtout en termes d'alchimie que c'était utilisé, et c'était l'idée d'utiliser un objet et de le déplacer avec ses mains.
Et donc, quand on regarde l'origine latine, manipulus, qui renvoie à la poignée, c'est vraiment cette idée de pouvoir déplacer les choses, de pouvoir manipuler, de pouvoir donner un mouvement. Et historiquement, quand on regarde aussi, comme on a un petit peu parlé, quand on regarde cette idée de manipulation, elle n'était pas toujours négative. On regarde les écrits, par exemple, de Platon, qui encourageait les gouvernants à manipuler les hommes et à leur faire croire que s'ils s'écartaient de leur terre natale, ils allaient perdre leur force et leur puissance. Et donc, la manipulation, c'était quelque chose de positif. On manipulait les gens pour quelque chose de plus grand, pour l'État, pour quelque chose qui les dépassait. Et le terme manipulation a recueilli cette connotation négative assez tardivement, puisque c'est apparu au XVIIIe siècle. Et depuis, on a l'impression que manipuler des gens, c'est toujours mal. Aujourd'hui, la définition actuelle, c'est la manœuvre par laquelle on influence à son insu un individu, une collectivité. On a donc deux critères qui émanent, l'influence et l'insu. Et pourquoi c'est quelque chose qui est négatif ? L'influence en tant que telle, on l'a subie au quotidien, mais le problème est surtout, à mon sens, sur l'insu, le caractère un peu caché. La personne ne se rend pas compte qu'on la manipule, qu'on la déplace, qu'on la move pour faire quelque chose qu'elle n'aurait pas fait par elle-même. Et en ça, ça porte donc atteinte à ce qui a été un petit peu évoqué ce matin, à la capacité de s'autodéterminer, à la capacité de décider pour soi-même de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut être. Et donc le droit, évidemment, il protège cette capacité, cette liberté d'autodétermination, cette capacité de choisir par soi-même. On a dans beaucoup d'ordres juridiques des nombreux secteurs qui viennent encadrer, qui viennent poser des règles pour justement délimiter les formes de manipulation qui seraient inacceptables. On a le droit pénal, notamment avec les menaces, les violences, le chantage, le droit civil avec le dol, l'erreur provoquée, mais aussi le droit de la consommation avec les pratiques déloyales, notamment la directive européenne de 2005, dans son article 5, qui interdit précisément ces pratiques déloyales. Et donc, on peut se poser la question de savoir si, avec les avancées technologiques, est-ce que ces règles de droit commun, qui existent d'ores et déjà, peuvent suffire, ou est-ce qu'en réalité, la façon dont on est manipulé aujourd'hui par des algorithmes, par du design, avec notamment les dark patterns, le choix du vert au lieu du rouge, ce genre de petites choses qui font qu'on va changer notre comportement, est-ce que cela remet en cause fondamentalement les règles qui existent déjà ? Et je me suis donc posé la question de savoir quelle était la différence, ou quelles étaient les différences qui existaient entre avant l'informatique et après l'informatique. Et je pense que ces différences sont liées aux données. On en a déjà beaucoup parlé, on revient encore. Elles sont liées aux données parce que, en réalité, on ne nous a jamais aussi bien connus qu'on nous connaît aujourd'hui. Et il n'y a jamais eu autant de personnes qui nous connaissent aussi bien qu'on nous connaît aujourd'hui. Et c'est grâce aux nombreuses données, aux nombreux renseignements personnels qu'on nous connaît. Et c'est cette utilisation dans le cadre soit de contenu personnalisé, soit de profilage, soit même de manipulation volontaire, qui crée peut-être un changement de paradigme et qui crée donc la volonté du législateur d'intervenir. Alors, il est déjà intervenu notamment dans la réglementation des renseignements personnels et des données à caractère personnel, mais aussi avec la volonté du législateur européen de purement et simplement interdire les pratiques manipulatoires dans la proposition de règlement européen sur l'intelligence artificielle. Alors, quand on dit interdiction pure et simple, on se dit « ah là là, on va enfin pouvoir discuter très concrètement de comment est-ce qu'on s'assure de garantir la liberté d'autodétermination ». Eh bien, ne soyez pas trop heureux parce que finalement, quand on lit les critères, quand on lit l'article 5, paragraphe 1, A et B, on peut être un petit peu déçu. On peut être un peu déçu parce que les critères, ils sont restrictifs. Ils sont restrictifs, ils sont déjà nombreux.
Dans la proposition de règlement un peu initiale, il y avait 4 critères. Ils en ont encore rajouté parce que comme ça, on apporte encore un peu plus de confusion. Ils sont restrictifs et ils confortent un peu cette première impression que c'est quelque peu illusoire, cette volonté d'interdire. Il y a donc 4 critères. Système d'intelligence artificielle, bon, jusque-là, c'est à peu près normal. Mais ensuite, technique subliminale en dessous du seuil de conscience. Donc, il faut que le système d'intelligence artificielle utilise une technique subliminale en dessous du seuil de conscience. Alors ça, c'est par exemple un petit message qui va apparaître et on ne va pas le voir consciemment, mais notre cerveau va l'interpréter. Ou l'exploitation d'une vulnérabilité, ça c'est un deuxième critère alternatif, qui va ensuite altérer substantiellement le comportement de la personne et qui va créer un dommage. Et un dommage qui va même être qualifié de significatif dans la toute dernière mouture du texte. Et donc, ces 4 critères, quand on les regarde, on reste quelque peu perplexe. Dans quel cas est-ce qu'on va effectivement avoir ces 4 critères qui vont être réunis? Et surtout, qui va déterminer que les critères sont réunis? Qui va déterminer? Ce n'est pas l'individu qui est manipulé, évidemment, c'est l'opérateur. Là, le texte ne dit pas quel est l'opérateur. Est-ce que c'est l'utilisateur du système? Est-ce que c'est le concepteur? Est-ce que c'est le distributeur? Le texte reste assez flou, on ne sait pas. Et on imagine bien que l'opérateur a quand même un petit peu un intérêt économique à développer son système et à le placer sur le marché. Et donc, il va plutôt avoir tendance à interpréter probablement les critères de manière restrictive. Et donc, encore une fois, la première impression qu'on avait, qui était d'avoir des critères complexes, se conforte avec l'idée qu'on va avoir potentiellement des opérateurs qui vont les interpréter de manière encore plus restrictive. La dernière question en ce qui concerne l'application est celle de la question du contrôle, parce qu'une règle a assez peu d'intérêt si elle n'est pas vérifiée. Et qui contrôle aujourd'hui, en vertu du texte, c'est les autorités de surveillance des marchés, qui n'ont pas nécessairement le plus d'expertise, non seulement en termes technologiques, mais également en termes de manipulation et de protection des libertés fondamentales et des libertés individuelles. Donc, on peut un petit peu attendre, être circonspect en ce qui concerne effectivement, en ce qui concerne non seulement les critères, la possibilité d'application de ce texte, la réalité concrète qui va être mise en œuvre de ce texte et surtout, derrière, qui va contrôler. Alors, ma petite conclusion, c'est que l'idée d'un meilleur encadrement, elle apparaît assez bonne, elle apparaît assez justifiée. On s'en rend vraiment compte. On est de plus en plus soumis à des manipulations extérieures qu'on a du mal parfois à quantifier, qu'on a même du mal à réaliser. Acheter à 2 heures du matin le produit qu'on nous propose parce qu'on fait une insomnie et puis le lendemain se dire « mince, je n'aurais peut-être pas dû faire cette chose-là ». Eh bien, en fait, ce n'est pas par hasard qu'on nous a proposé précisément ce produit-là. Et donc, l'idée de mieux encadrer ces manipulations est évidemment assez bonne. C'est la concrétisation qui semble problématique, avec des critères très restrictifs qui vont être difficiles à qualifier et une interprétation qui est laissée aux opérateurs avec des risques de ne pas considérer qu'ils rentrent dedans et derrière des autorités de contrôle qui risquent d'être un petit peu croire sur parole, un petit peu, en tout cas au début, peut-être un petit peu plus allante en ce qui concerne l'interprétation. Et un petit mot pour terminer, c'est qu'en regardant les autres textes qui interdisent la manipulation, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus généraux, que les critères sont moins restrictifs, notamment l'article 5 de la directive 2005 sur les pratiques déloyales. Et on peut se dire que finalement, on aurait meilleur intérêt à agir sur ce fondement-là, en tant que consommateur, en tant qu'individu, plutôt que de tenter d'utiliser un texte qui ne reconnaît pas beaucoup de droits, par ailleurs, plutôt que de tenter d'utiliser un texte qui, finalement, a des critères excessivement restrictifs. Je vous remercie. Chers collègues, d'avoir respecté le temps et puis pour toutes ces questions qui s'ouvrent à nous. Alors, cette table ronde, elle est dédiée à marché de l'information. Ça a été un peu dit ce matin. L'information, c'est un marché parce qu'il y a de la création, il y a de la valeur derrière. L'information, c'est aussi une œuvre qui a été créée par un homme.
ou une femme, pardon. Il faut être inclusif. Et on y voit la question de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur en particulier. Et puis l'information, c'est aussi un droit fondamental qu'il ne faut pas oublier. Et c'est en cela qu'on se pose la question de où est la lumière pour sortir de cette fameuse caverne dont on parle depuis des millénaires. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? C'est bien la question qu'on s'est proposé de poser aujourd'hui et de discuter entre nous, enfin, que vous allez discuter, et moi, je vais vous écouter et vous timer surtout. La première question que vous souhaitiez mettre sur la table, qui est une question en fait abyssale et que tout le monde s'est posée ce matin, c'est l'opportunité d'adopter un droit sui generis d'abord, ou un droit spécifique, ou rester sur des cadres qui existent. On a commencé un peu à y répondre quand même, un petit peu. Et puis, la question de la neutralité technologique, cette fameuse notion de neutralité technologique avec laquelle j'ai un peu de mal parfois, qui est aussi peut-être la manière de concilier des choses qui paraissent inconciliables. En tous les cas, moi, je vous pose la question et puis je vous laisse y répondre. Qui souhaite y répondre en premier? Alors, effectivement, c'est une question abyssale à laquelle on va évidemment répondre en à peu près 2 minutes et 35 secondes. Ce qui m'interroge très concrètement, c'est, alors plutôt du point de vue européen, c'est cette accumulation de textes à laquelle on est confronté ces derniers temps. Tant pour les universitaires, parce qu'on n'a que 2 mains pour rédiger des articles, mais aussi pour l'industrie qui, même si elle essaye de se mettre en conformité, même si elle a la bonne volonté de le faire, doit s'assurer de respecter des textes qui sont parfois contradictoires, qui ont des articulations un petit peu difficiles, sans réponse. Et puis le législateur dit on trouvera des solutions. Il y a plus une accumulation législative qu'une réflexion profonde qui est un petit peu inquiétante parce que sur le long terme, est-ce que le numérique n'a pas vocation à terme à devenir du droit commun? En tout cas, est-ce que le contrat qui se passe en ligne est si différent d'un contrat qui se passe dans la boulangerie? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a des particularités qu'il convient de réguler, évidemment, mais est-ce que cette question de devoir surlégiférer n'est pas en réalité une espèce de volonté d'agir pour dire qu'on protège les individus et que quand on se questionne effectivement sur comment est-ce qu'on les protège concrètement, l'interdiction des pratiques manipulatoires est un excellent exemple. Est-ce que concrètement, cette mesure apporte une meilleure protection des personnes? Je pense qu'à cette question, on peut se dire c'est une volonté de la part du législateur de dire je fais quelque chose et on avance sur le sujet. Mais est-ce qu'en réalité, concrètement, l'effectivité de cette mesure peut être mesurée facilement? Je ne suis pas certaine. Ce qui est intéressant, c'est la question de la cohérence et de l'incohérence aussi, je trouve, de l'ensemble et d'un droit sui generis qui, à mon avis, puis l'exemple que tu donnais, puis d'autres qu'on a entendu ce matin, puis d'autres qu'on va entendre cet après-midi, je trouve, vont dans le sens de ça devient de plus en plus confus. Et je ne suis pas sûr que c'est intéressant pour le droit qui aime bien les certitudes, qu'on aime bien savoir c'est quoi la règle, ou en gros, évidemment, il faut l'interpréter, mais il me semble que plus on réglemente, plus ça devient uniquement compliqué et qu'on peut se rabattre quand même à certaines valeurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'incohérence. C'est intéressant, Tom qui nous démontre qu'il y a une forme de liberté d'expression à l'intelligence artificielle, puis moi qui dis, ouais, mais on n'est pas auteur, l'intelligence artificielle n'est pas auteur, déjà, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Tu as une liberté d'expression, mais tu n'es pas auteur. Bon, ça s'appelle l'intelligence artificielle, ce n'est pas incompatible, c'est un peu incohérent, mais il faut, je pense, vivre avec ce type de choses-là et, à mon avis, plutôt simplifier le cadre qui existe, sachant que, puis ça, c'est un de mes postulats, puis je peux me tromper, mais il me semble que, règle générale, le droit arrive toujours en retard. Et le marché, les technologies sont 1 ou 2 coups en avance. Et c'est pour ça que le concept de neutralité technologique était intéressant au départ, parce qu'il permettait de prévoir le coût, que le droit ne soit pas nécessairement en retard de chaque nouvelle technologie qui allait apparaître sur le marché, mais que j'ai l'impression que dans ce cas-ci, on a vraiment une rupture qui fait en sorte qu'on ne peut plus utiliser ce concept-là qui devient une espèce de cheval de Troie si on dit que
l'intelligence artificielle fait partie d'une neutralité technologique, je pense que ça pourrait mal finir parce qu'on va peut-être moins réguler. Donc, je suis en train d'un peu de dire les deux choses. Il faut réguler, oui, mais il faut réguler peut-être en simplifiant. Et quand on y pense, on revient toujours aux valeurs de transparence, aux valeurs ici que Tom a énoncées, avec lesquelles moi je suis assez d'accord aussi de divulguer aussi, de qu'on sache, au fond, de distinguer l'humain et la machine. Je pense que c'est encore quelque chose qui est important, même si de plus en plus, on n'arrivera peut-être plus à le faire parce qu'il y aura une espèce d'imbrication entre les deux. Bref, je fais plus lancer des idées que répondre à une question. Oui, je vais essayer de répondre à un peu tous ces sujets, puis en les mélangeant, parce que c'est évidemment des thématiques qui se croisent, puis il y a des éléments de réponse qu'il faut apporter un petit peu sur toutes ces questions en même temps. Sur la question première du droit généris ou juste d'une adaptation, ou le fait que le droit serait capable de réguler déjà la situation de l'IA, on le sait et on le voit, on a déjà énormément d'outils pour réguler ces questions. Puis l'enjeu, je pense que tout le monde se retrouve un petit peu dans cette analyse. On est de plus en plus dans une vision du droit qui doit servir l'économie, la vision de l'école de Chicago. Le droit de l'IA ne fait pas exception à cette situation. Le RGPD dans l'Union européenne, a servi et sert encore aujourd'hui de fer de lance d'une certaine vision du droit des données personnelles. Puis il y a une volonté affichée, très très clairement mise de l'avant par l'Union européenne de faire exactement la même chose avec le projet de règlement de l'IA. Donc cette régulation, cette volonté d'avoir un droit sui generis, c'est avant tout une volonté politique et géopolitique de servir un agenda économique, puis d'assertir en quelque sorte toute l'économie de l'IA à un certain droit, puis d'avoir en gros les bénéfices qui s'en suivent. Donc, faut-il avoir un droit sui generis ou non? C'est une très bonne question, mais la réponse, c'est qu'on, dans tous les cas, on y va. On pouvait se poser la question existe-t-il un droit de l'IA il y a 5, 6, 7 ans? Aujourd'hui, il y a clairement un droit de l'IA qui est en Constitution et ça va être le cas de plus en plus. Même chose avec le projet de loi AIDA, évidemment, au Canada, etc. On est d'autant plus pressé d'ailleurs par l'industrie qui d'un point de vue économique, veut mettre ça de l'avant. Donc, il y a un petit côté publicitaire là-dessus. Ça, c'est une autre question. Ça nous ramène à la question de la neutralité technologique. C'est toujours intéressant d'être un petit peu assis entre plusieurs chaises sur ces thématiques, notamment de l'intelligence artificielle. La neutralité technologique, c'est un truc qu'on apprend dans les cultural studies, puis la vision vraiment des sciences humaines et sociales sur la technologie, c'est que la technologie n'est jamais neutre. La technologie sert son propre propos. Il y a une constitution, quelque chose de vraiment culturel, de valeur, d'ordre juridique qui est porté par une technologie, une certaine vision du monde. On voit très bien avec l'IA qui porte ses propres biais d'un point de vue structurel, pas uniquement au niveau des données, mais même au niveau de la structure des machines telles qu'elles sont formées. Et donc cette neutralité technologique qui n'existe pas fait face par contre d'un point de vue du droit à une volonté affirmée que le droit doit être neutre d'un point de vue technologique. Donc il y a une espèce de dichotomie de ce point de vue-là qui est difficilement réglable, qui est réglable encore une fois juste d'un point de vue législatif, peut-être d'un point de vue donc politique. Donc je réponds absolument pas à la question, je vais juste complexifier le débat. Merci beaucoup. Oui, enfin, c'est vrai que depuis le début, il y a une entrée. On parle de marché de l'information. Donc, évidemment, la réponse, elle est toujours autour du marché et que le curseur est sur ce point-là. On est un peu manipulé, orienté. Et c'est ce qui a été dit par le professeur Bertrand ce matin. Du point de vue de l'Union européenne, c'est l'entrée par ses compétences et par le marché. C'est ce qui a fondé
l'adoption du RGPD, c'est ce qui a fondé tous les autres règlements parce qu'elle utilise cette compétence marché intérieur et donc forcément, c'est notre entrée de lecture et ça conditionne tout le reste. Effectivement, si on avait parlé d'enjeux démocratiques, de droit à l'information, de droits fondamentaux, mais pas comme étant une espèce de musique qui est toujours un peu là en toile de fond, mais comme une véritable affirmation, là, on aurait pu parler effectivement en disant qu'il y avait des vrais lieux de tension. Je ne pense pas qu'il y a des vrais lieux de tension de manière égale entre entre ces deux principes. Alors, l'autre question, sans trop de transition, quoique, puisqu'on parle d'enjeux démocratiques, la question qui vous a un peu taraudé, que vous avez mis en lumière les uns et les autres, c'est la question de la falsification, de la tromperie, du mensonge dans ce marché de l'information. Et donc, vous souhaitiez réagir sur ces questions les uns et les autres. Suzanne, je vous laisse la parole. Je te laisse la parole, on a dit qu'on se tutoyait. Je trouvais que la question du mensonge est intéressante pour relier un peu nos présentations, parce qu'en droit d'auteur, on ne parle jamais de mensonge. Enfin, ce n'est pas un mot. Si vous faites une recherche dans les banques de données, mensonge, droit d'auteur, vous n'allez pas trouver grand-chose. Mais pourtant, c'est là. Quand on y pense, c'est pour ça que je trouve intéressant d'en parler. Je veux dire, déjà, le plagiat est une forme de mensonge, c'est dire je suis auteur alors que je ne suis pas auteur d'une œuvre, donc c'est déjà une forme de mensonge. Évidemment, intelligence artificielle, le mot artificiel peut déjà nous mener sur la piste du mensonge. Ce qui est artificiel n'est pas réel. Enfin, déjà, il y a quelque chose de l'ordre du faux qui peut être là. Mais je dirais, ce qui, plus concrètement, est intéressant par rapport au droit d'auteur et à l'IA, c'est que on ne sait plus qui est auteur des textes ou des images. Et ne sachant plus qui est auteur, on ne connaît pas les sources, donc, d'une part, de tout ce qui est apprentissage machine, mais on ne sait plus quelle est la part de l'humain dans une création, jusqu'à quel point on a utilisé une IA, parce que justement, on ne divulgue pas, tant qu'il n'y a pas d'obligation de divulguer ou d'obligation, que ce soit juridique ou éthique, là, mais tant qu'on ne divulgue pas qui a fait l'œuvre, et même si on y a participé nous-mêmes, si on s'est beaucoup inspiré de ce qu'a fait une IA, et qu'on ne le dit pas, peut-être qu'on est un peu dans le mensonge, ou en tout cas peut-être, peut-être que le public est dupé, si on veut. Parce que le droit d'auteur, c'est aussi des œuvres vers un public. Alors, le public ne sait pas. Je dis que j'ai fait l'œuvre, mais au fond, je ne l'ai pas vraiment faite, l'œuvre. Je l'ai signée, mais elle est beaucoup faite par une IA. Alors, je suis peut-être en train de mentir. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du mensonge, je trouve, qui est là. Alors, il y a une piste, bref, mensonge et droit d'auteur qui serait à creuser. Ouais, donc sur la réflexion super intéressante qu'a fait Georges, c'est là-dessus où je trouve que ça peut être intéressant de mettre ma casquette vraiment d'une approche culturelle du droit, d'une approche culturelle de cette question. La vision très anthropocentrée et du droit d'auteur, la vision très d'avoir un auteur unique, d'avoir toujours cette image de c'est un peu l'auteur génial. On bénéficie d'un héritage un petit peu, c'est un héritage en fait récent, c'est un héritage qui date du 19e, 18e, avec tous les travaux de Beaumarchais dans la constitution du droit d'auteur qui a amené ça. On sait que, enfin en tout cas ça n'a pas toujours été le cas, en littérature. Juste pour donner cet exemple-là, une œuvre était toujours le produit d'une diversité d'auteurs, une espèce de tissu de citations multiples. La vision de l'auteur unique, c'est vraiment quelque chose dont on hérite, on a hérité aujourd'hui, mais qui s'est un petit peu construit avec le droit d'auteur. La vision d'un film comme étant par exemple l'œuvre en Europe plus d'un réalisateur, aux États-Unis étant plus l'œuvre d'un producteur, et la réalité étant beaucoup plus complexe, étant des milliers, parfois des dizaines de milliers de personnes qui ont travaillé à la constitution d'une œuvre. Tout ça vient peut-être un petit peu complexifier cette vision du fait que c'est quoi la réalité, c'est quoi le mensonge. Quand on a quelque chose, un contenu qui est généré, créé par une intelligence artificielle, il y a l'intervention de effectivement toutes les œuvres qui ont servi à l'entraînement du système. Il y a la requête initiale de la personne qui lance ce qu'on va appeler le prompt, qui sollicite le système d'intelligence artificielle pour générer quelque chose, la modification conséquente, etc. On est beaucoup plus dans une
une co-construction d'une œuvre avec des dizaines et des dizaines de personnes qui sont impliquées là-dedans et qui vient en fait peut-être complexifier, peut-être faire un retour en arrière un petit peu à une conception de la création qui n'est pas unitaire, qui ne vient pas d'un seul individu en tout cas. C'est une question effectivement qui est très, très compliquée. Là encore, je pense qu'à mon sens, je vais un petit peu m'écarter du droit d'auteur et plus revenir à des enjeux plus sociétaux. Quelle est la différence entre le mensonge d'avant l'informatique et le mensonge d'après l'informatique? À mon sens, la différence, c'est l'échelle. Toutes les campagnes politiques ont manipulé les gens. Tous les politiciens, toutes les personnes qui prennent la parole en public disent des choses qui sont des mensonges, qui ne sont pas toujours exactement la vérité, qui n'engagent que ceux qui y croient et souvent pas ceux qui les disent. Et en réalité, quand on voit le scandale Cambridge Analytica, on se rend compte que c'est l'échelle à laquelle on peut manipuler les personnes qui fait que ce mensonge devient dangereux pour la société dans son ensemble. Et avec le développement des systèmes d'intelligence artificielle, cette ligne entre la vérité, le mensonge, entre la manipulation et l'incitation, ces lignes, elles deviennent de plus en plus difficiles à délimiter. Et en fait, on peut se poser la question de qui sera le ministère de la vérité. Enfin, avec le DSA, c'était toute la question. La commission n'arrêtait pas de répéter, mais vous inquiétez pas, on ne sera pas le ministère de la vérité, on ne dira pas qu'est-ce qui doit rester ou être retiré des plateformes, ça restera le travail des plateformes, etc. Mais en fait, concrètement, qui va s'assurer véritablement que les grandes tendances qui sont mises en avant ne servent pas uniquement des intérêts économiques et qui va s'assurer que les grandes tendances qui sont mises en avant de contenu, quels qu'ils soient, politiques, militaires, même on peut penser, ne visent en fait un intérêt social qui ne serait pas, en tout cas, défavorable à la société dans son ensemble. Et à cette question, malheureusement, je pense que la réponse est les plateformes aujourd'hui. On va faire confiance en leur mettant des obligations, en leur demandant d'être plus transparentes, en mettant des systèmes de conformité, mais ça reste quand même souvent aux plateformes de décider où tracer cette ligne entre le vrai, le faux, l'influence, la manipulation. Et peut-être que dans cette délimitation de la ligne, les principes démocratiques ne seront pas en priorité et peut-être les intérêts économiques seront mis en avant. Et c'est peut-être là où c'est le plus dangereux. On passe aux questions dans la salle. Le mensonge et le droit d'auteur. Ça m'a fait réfléchir un peu à quelque chose qui est rendu quand même commun, c'est l'hypertrucage, le deepfake ou la voix des artistes populaires. Et de ce que je comprends, il y a beaucoup de protection, une vraie protection en ce moment pour l'hypertrucage. Est-ce qu'il y a des discussions là-dessus? Parce que ça fait quand même partie de l'imaginaire de la personne. Il faut se poser la question par rapport au droit de la personnalité. Tu sais, tout d'un coup, on sort du droit d'auteur, puis on tombe dans un autre champ. Et oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et que dans l'hypertrucage, il peut y avoir une atteinte, que ce soit vie privée ou atteinte à la réputation, tout ça est possible. Là où vous mettez sur une piste que moi, je trouve intéressante aussi, c'est sur la question de l'artiste-interprète. Parce que là, on a parlé des auteurs, mais il y a les interprètes aussi. Et à partir de quand cesse-t-on d'être un interprète? La question est totalement pas réglée. Les interprètes, les droits voisins sont faits pour des êtres humains qui sont interprètes, qui sont sur la scène, qu'on voit au cinéma, qui chantent, etc. Mais si on les utilise un peu, si on crée un nouvel être humain, est-ce que tout d'un coup, un producteur peut dire j'ai le droit des droits voisins pour ce personnage que j'ai inventé, que j'ai créé? Moi, je pense que c'est absolument pas réglé. Et ça devient, je dirais, assez fascinant comme question. Donc, je dévie un peu, mais pour votre première question, enfin, je vais donner quelques réponses, mais les civilistes pourraient mieux répondre que moi. Vous aviez une question aussi? Oui, donc on a parlé de campagne d'influence, d'astroturfing, de manipulation par la machine avec du contenu généré.
on en parle évidemment avec une perspective, disons, d'impact néfaste. Je me demande si les États polarisés, démocratiques tout de même, n'auraient pas intérêt à déployer une campagne d'influence afin de révertir la polarisation en déployant des messages personnalisés à des gens pour, en fait, qu'ils aiment leur prochain. Pour les démanipuler, pour les manipuler, mais dans un autre. Oui, la Jacques Ellul dans la propagande démocratique. Manipulation de mots. Je peux essayer de répondre à cette question. Démocratique. À mon sens, une des réponses à cette question, c'est peut-être comment est-ce qu'on amène les gens à réfléchir. Et au tout début de mes recherches doctorales, je m'étais posé la question de savoir jusqu'à quel point l'État peut intervenir pour protéger une personne. Est-ce qu'on peut interdire les personnes de se faire du mal à elles-mêmes? Est-ce qu'on peut leur interdire de se suicider? Jusqu'à quel point l'État a le droit de légiférer pour la personne en tant que telle? Et là, je me pose la question si en réalité, on n'essaye pas, plutôt que d'essayer de remanipuler les personnes pour les manipuler dans le sens où on a envie qu'elles soient, et donc en fait, elles savent qu'elles sont sous influence et elles vont potentiellement encore plus être fâchées contre l'État qui continue de les baratiner. Ou est-ce qu'on a envie, mais ça c'est plus général et c'est plus transversal, est-ce qu'on a envie d'outiller les personnes à se rendre compte des risques qui existent pour elles et donc de les outiller à réfléchir par elles-mêmes, de les outiller à potentiellement voir qu'une image a été générée par une intelligence artificielle et donc à faire plus de précautions. Est-ce que l'idée, c'est pas plutôt que d'interdire, accompagner les personnes à développer leur propre sens critique? Éducation, tout à fait, éducation aux médias, apprentissage, développer l'esprit critique. Et alors là, c'est plus une question de l'économie de l'attention. Quand on regarde comment les personnes un peu plus jeunes s'informent, c'est des shots de 30 secondes ou de 2 minutes d'information qui est hyper intense, complètement dans un sens. En 2 minutes, c'est très difficile d'être nuancé. Et comment est-ce que, quand on essaie de rivaliser avec ça en mettant de la nuance, comment est-ce qu'on peut concrètement apporter, être intéressant en fait? La question, c'est comment est-ce qu'on est intéressant face à des contenus qui sont des shots d'adrénaline? Et en réalité, je pense que tous les enseignants aujourd'hui sont confrontés à cette question de comment est-ce qu'on est encore intéressant à l'ère de TikTok en réalité. Est-ce qu'on devient nous-mêmes TikTokers et on donne des contenus, des shots de contenu 2 minutes pour apprendre le RGPD, ce qui est absolument impossible évidemment. Ou est-ce qu'au contraire, on essaie de développer l'esprit critique et de faire participer, d'arrêter d'avoir des personnes qui sont passives, parce qu'en fait, l'utilisateur de TikTok est passif, et est-ce qu'on n'essaye pas de les faire travailler et réfléchir à comment ils veulent penser, qu'est-ce qu'ils ont eux comme opinion personnelle? Je pense que sur tout le débat qu'on a aujourd'hui, en tout cas dans ces 2 jours, toutes les réflexions qu'on a sur la question du droit sui generis, sur la question de la neutralité technologique, etc., on essaie toutes et tous de prendre la mesure de ce qui se passe avec des technologies qui, moi, quand j'ai commencé ma thèse il y a 7 ans, étaient très, très loin d'en être là où on en est aujourd'hui. On pensait que ça, en tout cas l'IA générative telle qu'on l'a aujourd'hui, on pensait que ça arriverait peut-être dans 40 ans, peut-être dans 50 ans, peut-être jamais. 2019, c'était avec les GPT 2, 3 et la suite, on arrive à performer des choses qui étaient vraiment pas envisageables, pas du tout envisagées aussi rapidement. Et il y a vraiment un changement, il y a un avant et un après. Puis ça, faut en prendre la pleine mesure. C'est pas quelque chose que j'aurais dit il y a 3-4 ans. J'étais beaucoup plus mesuré avant.
mais c'est le cas aujourd'hui. Puis pour faire face à ce changement qui est, à mon avis, un vrai changement sociétal, la société va s'adapter, mais ça va prendre du temps. Pour moi, une des pistes les plus intéressantes de changement sociétal là-dessus, c'est comme l'a dit, comme ça a été dit juste avant, l'adaptation et l'éducation. Et une de ces possibilités-là, c'est pas tant de passer par les plateformes qui vont toujours s'évertuer à rester des hébergeurs et non pas des éditeurs de contenu. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur la question, sur cette question-là, puis leur passage d'un statut à l'autre est tellement refusé. Puis je veux dire, le fait de faire de la curation sur tout ce qui est diffusé sur Internet, c'est une tâche impossible, même avec de l'IA. Par contre, il y a la question du journalisme, le fait de financer le journalisme. Et là, je ne pense pas nécessairement au fait de financer le journalisme en payant un abonnement, etc. Mais je pense à la question du journalisme comme service public, tout simplement, qui est une question c'est pas le sujet du tout aujourd'hui d'en parler, mais je pense que c'est une question qui doit être posée. À voir comme on a un service public de la justice, un service public médical, etc. Avoir un service public journalistique où il y aurait un vrai financement de journalistes qui relèvent du service public, qui ont la possibilité de prendre le temps de rédiger du contenu qui est un contenu de valeur, qui est un contenu qui est bien travaillé, qui est bien recherché, bien fouillé, et qui donne une référence relativement neutre, en tout cas, enfin neutre, on s'entend, c'est impossible, mais qui donne une référence accessible aux citoyens. On a déjà un service public de l'information avec l'AFP, avec des choses comme ça, mais ce n'est pas quelque chose qui a été encore pensé pour le monde auquel qu'on est en train de construire en fait aujourd'hui. Puis, je pense que cette question va devoir se poser de plus en plus. Merci. Il y a d'autres questions? C'est bon, je ne sais pas à qui tu donnes la parole. Ah, mais alors, monsieur. Bonjour, déjà merci pour ces échanges importants sur la formation et au vu de la désinformation aujourd'hui qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, quand vous parliez justement peut-être d'éducation aux médias, d'éducation à l'information, je pense que c'est un biais qui est extrêmement important plutôt que de voir surréguler les plateformes qui de toute façon on n'y arrivera pas à interdire une pensée parce que même en termes de liberté d'expression, je trouve que ça prend des proportions qui peuvent être extrêmement complexes à appréhender. Mais est-ce qu'en voulant même éduquer à l'information, déjà quand on voit, pour l'exemple de la France, la pauvreté de l'éducation à l'information et aux médias, est-ce qu'on se heurte pas de toute manière au fonctionnement même des réseaux sociaux qui, par principe, vont nous afficher un contenu qui nous plaît et pour nous garder sur ces plateformes. Si on pouvait avoir plus d'ouverture, c'est bien. Si on veut nous-mêmes aller chercher un article de Marianne et du Figaro en même temps, c'est une démarche. Et la rapidité du réseau social fait que quand même, on va nécessairement avoir tout le temps des choses qui nous plaisent, un avis qui est le nôtre. Et donc, est-ce que même si on éduque, au final, ça ne demande pas un effort trop important face à justement l'efficacité du réseau social ou même de TikTok ou Twitter, de nous donner quelque chose qui nous plaît et de donner nos doses de dopamine, qui est après le fonctionnement même du réseau social. Une autre question, comme ça on répond en même temps. Madame Merci s'il vous plaît. pour qu'on puisse vous entendre. Merci pour et, ma question, elle va directement à Monsieur Lebrun concernant la section 230. Donc, il y a quelques semaines, il me semble que la Cour suprême des États-Unis a rendu son avis sur les deux affaires qui avaient été portées, donc qui mettaient en jeu Twitter et Google. Et en fait, cette impunité que les grandes plateformes brandissent à chaque fois comme un bouclier judiciaire face à leur absence de responsabilité, est-ce que les algorithmes ou les systèmes d'intelligence artificielle utilisés pour suggérer du contenu n'ont finalement pas un rôle tellement proactif qu'au final, étant reliés directement aux plateformes,
on peut dire que ces plateformes-là pourraient avoir une forme de responsabilité dans les contenus tant qu'ils hébergent, qu'ils diffusent de manière vraiment proactive. Et de la même manière, est-ce que si la Cour suprême avait rendu un avis différent, on aurait pu avoir une forme d'impulsion dans la continuité de la Commission européenne, enfin de l'Union européenne en général, vers une régulation tant des systèmes d'intelligence artificielle aux États-Unis, à l'image un peu du DSA et de l'AI Act. Le passage du statut d'hébergeur au statut d'éditeur, enfin, pour quasiment tous les chercheurs qui se sont intéressés à la question, dont je fais partie, il est évident, ça fait très très longtemps, ça rejoint la question de la neutralité technologique dont on parlait un petit peu plus tôt, les plateformes ne sont pas neutres et les plateformes font de l'édition de contenu. Il y a de la curation de contenu. Il y a de la curation de contenu pour vous donner le contenu qui est le plus adapté à votre catégorie de profil. Il y a de la curation de contenu pour faire du page ranking. Il y a de la curation de contenu à absolument tous les niveaux. Donc, dès qu'on se porte un petit peu attentivement sur comment fonctionnent les plateformes en tant que telles, quelle est leur appréhension des contenus proposés, etc., on se rend compte que ce n'est pas juste des hébergeurs, c'est aussi des éditeurs. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis, vraiment, je n'ai pas en tête de chercheur qui démontre de manière efficace, en tout cas, ou même qui a cherché à démontrer que qu'il restait des hébergeurs. Les avocats démontrent ça, les avocats de ces plateformes démontrent ça dans le cadre des procès, mais les chercheurs sont absolument convaincus que c'est de l'édition de contenu. Ceci dit, si ces plateformes devenaient des éditrices de contenu, d'un point de vue du droit, elles tomberaient. C'est-à-dire, ça pourrait pas, on se retrouverait avec des class actions monstrueuses aux États-Unis et ailleurs. Bon. Donc, ça a beau être le cas d'un point de vue, d'un point de vue réel, d'un point de vue du droit, c'est une toute autre question. Et je pense que les plateformes ne sont pas prêtes d'être reconnues comme étant des hébergeurs. Le traité CUSMA, c'est très net là-dessus. Le droit de l'Union européenne tend à se positionner évidemment là-dessus parce que c'est des enjeux de lobbying extrêmement forts sur ces questions-là. Donc, je suis convaincu qu'effectivement, oui, si les décisions avaient été différentes, oui, on aurait pu avoir une impulsion, mais il n'y en aura pas. Les enjeux économiques sont beaucoup trop grands. Encore une fois, là, on se retrouve avec la question qu'on mentionnait un petit peu plus tôt. Est-ce que le droit doit servir à protéger les citoyennes et les citoyens, ou est-ce que le droit est au service de l'économie? On est plus dans une vision du droit au service de l'économie, en tout cas clairement aux États-Unis, puis le droit de l'Union européenne, le droit canadien se positionne évidemment un peu sur adopte cette position-là. En fait, finalement, les deux questions se rejoignent un petit peu, à mon sens, parce que ça concerne, en fait, il y a l'idée du modèle économique des plateformes qui, effectivement, visent à retenir le plus longtemps possible l'utilisateur. Et pour ça, ils modifient l'algorithme pour proposer des contenus qui soit leur plaisent, soit sont conspirationnistes, soit sont sensationnels. Enfin, il y a pas mal d'études qui ont été menées sur l'algorithme de YouTube, justement, sur l'algorithme de recommandation des vidéos. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de savoir que 70% des contenus visionnés sur YouTube environ sont des contenus recommandés. Et donc, en fait, pour la plupart des vidéos qu'on regarde, ce n'est pas nous qui les regardons volontairement, c'est l'algorithme qui choisit de nous les faire regarder. Et donc là encore, c'est un peu le côté passif. Et est-ce qu'il y a une solution parfaite qui permettrait de rendre l'utilisateur plus actif ? Malheureusement, je ne crois pas. Alors, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Il y a notamment, dans le DSA, il y a de nombreuses dispositions qui créent des obligations en termes de transparence. Je pense que c'est un texte qui regorge
de rapports de transparence, d'obligations de transparence à tous les niveaux. Et je pense que de ce point de vue-là, ça sera très, très, très intéressant de voir comment la société civile va se saisir de cette question. Et plutôt que de rester passif face au contenu, essayer de comprendre comment ces algorithmes sont créés, demander plus de comptes aux plateformes, demander à mieux comprendre pourquoi on recommande, quels sont les contenus qui sont retirés, pourquoi ils sont retirés, à la demande de qui. Et donc là encore, en fait, c'est non seulement éduquer les personnes à développer leur libre arbitre, mais aussi éduquer les personnes à en demander davantage, à demander plus de précision et à participer, à contribuer à la vie démocratique. Et les dispositions qui sont dans ce texte sont un terreau absolument fantastique, non seulement pour les chercheurs avec l'article 40 qui permet de demander l'accès aux données, mais aussi à la société civile dans son ensemble, d'être vraiment acteur dans cette conformité, dans cette mise en conformité des grandes plateformes qui ont une influence aussi considérable que celle qu'elles ont aujourd'hui. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est cette idée de fait accompli, en fait. On est devant le fait accompli constamment et que l'invention nous oblige à... L'invention, en fait, précède la nécessité. C'est une espèce de mais sur le plan économique, ce qui est intéressant, puis là, je ramène rapidement sur le terrain du droit d'auteur, c'est qu'on a longtemps dit que la filière, disons, de justification anglo-saxonne du droit d'auteur était que donnons des droits à des auteurs, ça va stimuler la création. Et ça, dans l'univers de l'intelligence artificielle, je trouve que ça n'a plus lieu d'être, si on veut. On faisait ça pour qu'il y ait des œuvres, parce qu'on disait la société a intérêt à ce qu'il y ait des œuvres. Mais là, on peut se demander, est-ce qu'on a toujours intérêt à ce qu'il y ait autant d'œuvres? Est-ce qu'on veut tout ça? Et vraiment, je pense que la question doit se poser. On ne se la pose pas vraiment, mais il faut se demander si on a besoin de tout ce qui est créé. Et pour l'art, en tout cas, c'est certainement quelque chose qui nous ouvre vers la marchandisation de l'œuvre. L'œuvre qui est uniquement une chose et qui n'est plus donc un produit de l'esprit humain, d'une sensibilité, etc., mais qui est un simple produit commercial. Et donc, la filière économique nous mène à ça aussi, j'ai l'impression. On va s'arrêter. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci.